Ça fait 2 ans que Macron est là, et la vérité, c'est qu'il se prend tôle sur tôle. Il ne relance rien du tout. Il se fait juste prendre pour un con, ostensiblement par les Allemands. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Lorraine Enragée, votre web radio préférée. Vous êtes en compagnie de François-Xavier Consoli, votre journaliste. Je suis avec Michel Drac, essayiste, conférencier et cofondateur de la maison d'édition Retour aux sources. Monsieur Drac, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Drac, vous venez de donner une conférence chez nos amis du Club du Mercredi, une conférence sur la fin, intitulée La fin du capitalisme. Alors, en introduction, je voudrais que nous revenions brièvement sur votre propos liminaire qui était la valeur des prix et notamment le phénomène de l'échange. Alors, pouvez-vous revenir quelque peu sur cette notion ? La conférence, en tout cas moi je ne souhaitais pas qu'elle soit intitulée La fin du capitalisme. Elle était intitulée La vérité des prix, je crois. La fin du capitalisme, elle a été annoncée tellement souvent et elle n'est jamais venue que peut-être on va pas trop anticiper là-dessus. Je ne dis pas que le capitalisme est fini, je dis qu'il est en train de se transformer et on le voit dans la structure des prix. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon il faudrait refaire la conférence, mais l'idée générale, si vous voulez, c'est que dans le capitalisme tel qu'on nous l'a décrit jusqu'ici, les prix sont définis par la loi de l'offre et de la demande et par un certain nombre de mécanismes mathématiques concernant le lien qui est supposé s'établir entre la valeur des actifs et leur rendement. À partir du moment où vous êtes dans une situation où la Banque centrale propose des taux zéro, à partir du moment où vous êtes dans une situation où vous voyez ce qu'on observe sur la valeur des actifs, vous vous dites en gros qu'on n'est plus dans cette logique-là. Alors c'est peut-être encore un capitalisme, mais ça n'est plus un descendant du capitalisme concurrentiel libéral du XIXe siècle, ça n'est même pas son adaptation au XXe siècle sous forme de capitalisme monopolistique ou oligopolistique, c'est autre chose. Et ce que j'introduisais comme notion dans cette conférence, à titre simplement d'hypothèse de réflexion, c'est que nous sommes en train d'assister au retour de la société de cours, de la société de rang. Et que c'est aussi dans ces termes-là sans doute maintenant qu'il faut analyser cette nouvelle forme de capitalisme qui d'une certaine manière le ramène d'ailleurs à quelque chose de très ancien que nous appelons d'ailleurs l'ancien régime. Alors, dans cette idée de mutation, il y a quand même un fait à remarquer, c'est que énormément d'économistes aujourd'hui qui ont pignon dans les débats médiatiques se réclament peut-être d'une vision keynésienne, d'une vision marxiste ou d'une vision à la Friedman. Or, vous avez fait remarquer que ces économistes, bien que pertinents à leur époque, sont peut-être obsolètes aujourd'hui. Alors, obsolète, j'irai pas jusque-là, mais je pense qu'ils ne suffisent plus, parce que, si vous voulez, il faut voir que Marx a analysé quelque chose qui est le capitalisme concurrentiel libéral du XIXe siècle. Keynes a réagi à un capitalisme qui était une adaptation de ce capitalisme-là, qui était un capitalisme, on va dire, monopolistique ou oligopolistique à l'échelle nationale, mais dont les règles de fonctionnement théoriques, au moins, restaient calquées sur celles du capitalisme concurrentiel libéral. En particulier, les bases mathématiques du système, en quelque sorte, restaient en théorie les mêmes. Même si la taille des acteurs avait changé, le niveau de concentration aussi, mais les règles mathématiques restaient les mêmes quand même. Friedman s'est positionné par rapport à un capitalisme qui était le capitalisme des années 50-60, qui lui aussi respectait en théorie ces règles mathématiques. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc ça ne veut pas dire qu'ils se sont trompés, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce qu'ils ont dit. Ça veut dire qu'il faut peut-être chercher de nouvelles critiques, et en particulier, je me demande si on ne doit pas relire aujourd'hui les critiques des sociétés d'ordre, des sociétés de rang, qui ont fonctionné avant la révolution industrielle. Dans cette perspective, vous avez également fait la distinction, en revenant sur le prix moyen, par exemple, des produits de première nécessité comme la baguette de pain. Vous êtes revenu sur la distinction importante à faire entre le capital et le travail, qui a quelque peu décroché à partir des années 80.
Oui, en fait, les économistes ont essayé de calculer la part du travail, de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée. Alors, c'est un calcul extrêmement compliqué, ça suppose énormément de corrections, donc tous les chiffres sont toujours à manipuler avec quelques prudences, mais enfin, ils donnent quand même des tendances. Ce que les tendances indiquent, c'est que visiblement, la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée a baissé considérablement depuis les années 70. Par rapport aux années 70, on a perdu peut-être 5 à 10 points en Europe et aux États-Unis sur la part du travail dans la valeur ajoutée. Donc, à quoi c'est dû? Alors, c'est dû à une somme de phénomènes, c'est-à-dire que ce genre d'évolution, c'est pas monocausal évidemment, mais en tout cas, ça concourt au glissement vers ce que j'appelais dans cette conférence cette nouvelle société de cours, parce que l'idée que le travail est moins rémunéré, que la rente par conséquent est plus rémunérée, ça s'inscrit bien dans le glissement vers les structures qui étaient celles d'avant la révolution industrielle et même d'avant la révolution politique de 1789. C'est quelque chose en tout cas qui n'est pas incompatible, puisque ça veut dire que la société va être plus figée. Est-ce que justement, ça c'est intéressant, si on parle de société figée, de retour finalement à une sorte d'ancien régime capitaliste, on reviendra sur cette notion après, mais vous avez évoqué notamment les Gilets jaunes, en rappelant que le SMIC entre 1975 et aujourd'hui nous sommes en 2019, avait nettement augmenté. Et un gilet jaune vous dira, certes, mais mes dépenses ont également augmenté et n'ont pas suivi. En quoi il y a une petite nuance à apporter à cette analyse? Alors en fait, c'est très compliqué de savoir comment le pouvoir d'achat évolue. C'est très compliqué déjà parce qu'il faut distinguer le pouvoir d'achat théorique et puis le pouvoir d'achat pratique quand on s'intéresse aux revenus disponibles après dépenses contraintes. Donc en particulier aujourd'hui, on a un certain nombre de gens qui sont victimes d'une augmentation très importante des coûts du logement. D'autre part, il faut tenir compte d'un phénomène qu'on appelle l'ajustement hédoniste. C'est-à-dire que, suivant les époques, les normes des gens changent. Je vais prendre un exemple rigolo. Imaginez que quelqu'un s'amuse à recommercialiser aujourd'hui un ordinateur Thomson TO770 de 1985. Pas sûr qu'il ait du succès. C'est pas sûr qu'il ait du succès, mais imaginons qu'il le commercialise à un prix dérisoire, je sais pas moi, 50 €, et que quelqu'un dise aux gilets jaunes, mais écoutez, non mais regardez, avec l'argent que vous avez, vous pouvez sans problème vous acheter un ordinateur. Tiens, voilà un Thomson TO770. Je pense qu'effectivement le gilet jaune ne va pas être très content. Bon. Donc tous ces phénomènes font que c'est toujours difficile de comparer sur la longue période le pouvoir d'achat. Maintenant, une chose qui était un peu étonnante dans le mouvement des Gilets jaunes, si vous voulez, c'est que déjà il y a eu deux sociologies à l'intérieur. Bon, les gens qui sont exclus, en situation d'exclusion, c'est-à-dire ceux qui ne gagnent pas le SMIC, ceux qui parfois vivent avec le RSA, voire moins que le RSA. Vous avez des gens qui vivent avec un demi-RSA en France. Alors que eux disent qu'ils ont un très gros problème, alors ça je les crois tout de suite sur parole sans discussion. Mais vous avez une partie des Gilets jaunes, disons des gens comme Jacqueline Moureau par exemple, qui relèvent manifestement de la classe moyenne. Bon, sans doute pas la classe moyenne supérieure, mais la petite classe moyenne, disons. Jacqueline Moureau qui était l'une des leaders historiques. Voilà, qui était une des leaders historiques. Ces gens-là vont nous expliquer qu'ils ont un très gros problème de pouvoir d'achat. Écoutez, moi je veux bien, mais ils gagnent plus que le SMIC. Le SMIC d'aujourd'hui, si on regarde par rapport au prix du kilowattheure, si on regarde par rapport au prix de la baguette, il est probablement plus élevé en termes de pouvoir d'achat théorique que le SMIC d'il y a 40 ou 50 ans. Donc je ne dis pas qu'ils n'ont aucun problème, je ne doute pas qu'ils en aient. La détermination dont ils ont fait preuve montre bien qu'il y a un vrai problème. Les gens ne vont pas se geler pendant des nuits sur les ronds-points s'il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, pour cette classe moyenne, j'ai un peu du mal à considérer que c'est dans l'absolu un problème de pouvoir d'achat. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'autres choses derrière. Alors, si
si on développe tout en restant le plus objectif possible, en évitant d'être méchant, vous avez dit le mot hédonisme, c'est-à-dire que si on suit cette logique, beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui, prenons par exemple, ça a été évoqué durant la conférence, l'exemple des iPhones ou l'exemple d'autres appareils électroniques qui sont tout à fait dispensables à n'importe qui dès lors où on a juste besoin de manger et de vivre décemment. Il y aurait aujourd'hui beaucoup de gens qui réclameraient plus d'argent pour s'acheter des choses inutiles. Bah, en gros, oui, hein. C'est pour faire court, oui. Oui, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que je choisis ce que je les considère comme des victimes en réalité. Parce que il faut bien comprendre que les gens sont victimes d'un conditionnement qui leur est infligé et qui les amène à penser qu'ils ont besoin du dernier modèle d'iPhone. Ils n'en ont absolument pas besoin. Voilà, les gens sont victimes d'un conditionnement qui les amène à penser qu'ils ont besoin, je ne sais pas moi, d'un micro-ondes proposant des fonctions particulièrement avancées. Mais moi je me souviens très bien d'avoir vécu à je ne parle pas Mathusalem, mais j'ai vécu à une époque où en France, on ne savait pas ce que c'était qu'un micro-ondes. Et si ma mémoire est bonne, on ne souffrait pas. Je ne suis pas Mathusalem, mais je me souviens effectivement d'une époque où personne n'avait vu le dernier modèle d'iPhone parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Et voilà, moi je me souviens d'une époque où j'ai été très étonné, quand je devais avoir une dizaine d'années ou 10-11 ans, quand j'ai vu pour la première fois une télé couleur. Parce que la télé chez moi était en noir et blanc. Et je veux dire, on n'en mourrait pas. Hein. Et je vous garantis une chose. On fait une expérience, on fait une gigantesque expérience de psychologie sociale en France. Sevrage consumériste pendant un an. On vit tous, je dirais, avec le budget et le type de consommation d'un Allemand de l'Est de 1983. Et on revient au bout d'un an pour demander aux gens est-ce que vous êtes plus ou moins heureux. Et on regarde le résultat. Ah, mais sacrifier le futile et l'inutile, là je pense que vous demandez beaucoup trop. Mais bon, pour en revenir à quelque chose d'un petit peu plus économique, vous avez également rappelé qu'il y a un lien entre la dette, la fameuse dette des États, la dette que nous devons rembourser sans cesse, et le marché obligataire. Alors, juste expliquer en quelques mots ce qu'est le marché obligataire et pourquoi ce marché est en lien avec la dette. Bah, très schématiquement, le marché obligataire, donc, c'est le marché sur lequel on va échanger des titres qui sont des obligations. Donc qu'est-ce que c'est qu'une obligation? C'est un bout de dette en fait. Donc vous achetez un bout de créance en fait sur quelqu'un, voilà, qui a émis l'obligation. C'est comme ça que ça marche. Donc qui est ce quelqu'un? En général, c'est les États et les grandes entreprises. Et les grandes banques. Voilà. Pourquoi il y a un lien avec la dette de l'État? Parce que la dette de l'État, vous allez la retrouver sous la forme de titres sur le marché obligataire. C'est pareil pour la dette des grandes entreprises ou la dette des banques. Toutes les dettes des grands acteurs qui ont les moyens d'émettre des obligations. D'accord. Donc en fait, ce qui fait le marché obligataire, ce qui crée entre guillemets de la valeur sur le marché obligataire, c'est la dette. Tout simplement. C'est la contrepartie. Donc, finalement, c'est à la fois le marché obligataire nourrit la dette et la dette a besoin du marché obligataire, donc c'est un cercle vicieux, quoi. À l'heure actuelle, l'argent, si vous voulez, que nous avons dans le système, je ne parle pas là de l'argent que vous avez dans la poche, je ne parle pas des comptes courants. Je parle de l'argent que les gens considèrent d'ailleurs comme de l'argent en tout cas, et qui est sur leur plan d'épargne retraite par exemple, qui est sur leur plan d'épargne en action, etc. Tout cet argent, ce n'est jamais fondamentalement dans le système actuel que la contrepartie des endettements d'autres acteurs, et parfois même indirectement de ceux qui possèdent ces actifs. Pour illustrer ça... L'argent, c'est de la dette. L'argent, c'est de la dette. Pour bien illustrer ça, vous avez également évoqué durant la conférence l'explosion du prix immobilier. Alors, justement, puisque nous parlions des Gilets jaunes, c'était également une de leurs doléances, qui est l'explosion du prix immobilier. Bon, on ne va pas parler du prix immobilier en Ile-de-France, qui est on atteint des sommes absolument hallucinantes. Mais ce qui est intéressant à travers cet exemple, c'est qu'il illustre bien cette déconnexion entre
la vie réelle, si on peut dire, et justement ces marchés, ces endroits sur lesquels on peut spéculer, faire augmenter les prix en toute déconnexion de la réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe surtout, c'est que pour qu'on puisse comme ça faire spéculer en déconnectant de la réalité, si vous voulez, c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Et pourquoi ils ont beaucoup d'argent? Parce qu'il y a beaucoup de dettes. Et comment on fait pour financer la dette? On ramène les taux d'intérêt à zéro. Donc quel est le résultat? Vous avez d'un côté ceux qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont beaucoup de dettes, parce qu'ils sont proches de la banque centrale, proches du cœur du pouvoir. Et puis d'un autre côté, vous avez ceux qui ont très peu d'argent par rapport au prix qu'atteignent les choses, étant donné que les autres font monter les prix. Et donc vous avez une société à deux vitesses, ceux qui sont proches du pouvoir, ceux qui sont loin du pouvoir. Ça s'appelle une société de cours. C'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle société de cours en fait. Alors précisément, je voulais en parler. Vous parlez d'une forme d'hybride finalement entre une espèce de capitalisme, disons classique, et une ersatz d'ancien régime corporatif. C'est le monde dans lequel nous sommes actuellement, d'après vous? C'est une hypothèse que je lance. C'est une hypothèse que je lance. En fait, cette conférence, c'est un travail en cours. C'est un livre que je prépare pour dans longtemps. Et je vais proposer le thème parce que ça m'intéressait de voir ce que les gens en diraient si je lançais cette hypothèse. C'est une hypothèse. Alors pour illustrer l'hypothèse, on va prendre, nous sommes en 2019, donc sous la présidence Macron, grosso modo, pour s'approcher de la cour, donc de l'Élysée, il faut actuellement être un CSP+, travailler dans la banque, tout faire pour avoir un poste dans une collectivité territoriale, pour être proche du pouvoir, et ainsi pouvoir espérer accéder à une certaine aisance matérielle, et donc finalement éviter d'être quelqu'un qui travaille dans une EHPAD ou qui travaille dans un collège, ne peut pas espérer finalement améliorer ses conditions de vie. Voilà, vous m'avez compris. Quand même une question, ça vous n'en avez pas parlé. Dans tout ça, le rôle de l'immigration massive, quel est-il? À quoi sert? Pourquoi le capitalisme aujourd'hui fait importer de la main-d'œuvre pas chère en Europe? Et quel est le but? Alors, je dois dire que là, aujourd'hui, déjà, on ne sait plus très bien, en fait, ce que veulent les dirigeants du système capitaliste en Europe, en tout cas. En Allemagne, il y a eu l'idée de faire rentrer beaucoup de migrants, ce qui m'a étonné parce que les Allemands, en général, sont quand même des gens qui pilotent plutôt bien leur affaire sur le plan tactique. Et quand on fréquente un peu l'Allemagne, on voit très bien que jusqu'ici, jusqu'à une date relativement récente, si on met à part les Turcs qui posaient des problèmes spécifiques, ils avaient quand même fait venir beaucoup de gens, des immigrés qui étaient d'origine européenne. Parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'immigrés, mais on les voit moins parce que c'est des blancs, souvent. Ils avaient fait venir pas mal d'Asiatiques aussi. Bref, ils avaient fait un petit peu attention à ce qu'ils faisaient. Et les voir d'un seul coup ouvrir leurs frontières comme ça pour faire rentrer des gens contre lesquels je n'ai rien, bien entendu, mais dont je ne suis pas sûr qu'ils soient tout à fait aptes à vraiment rentrer dans un système productif avec une économie à haute densité technologique, ce qui est caractéristique de l'économie allemande. Pour faire fonctionner un truc technologiquement très intensif, je ne suis pas sûr que des Pashtuns venus des zones tribales ou des Somaliens arrivés tout droit des zones Shebab, c'est vraiment idéal, quoi. J'ai un doute. Donc je pense. À nouveau dans la déconnexion. Ouais, il y a un truc quand même bizarre. Donc je pense qu'il y a des objectifs, il y a des agendas politiques, si vous voulez, de mise sous contrôle des peuples. Je pense que c'est pas directement lié en fait à des choix économiques à ce niveau-là. Je pense alors évidemment, ça joue un rôle quand même, c'est-à-dire que ça permet de peut-être un certain patronat à la marge qui a besoin de main d'œuvre très bon marché. Mais franchement, ça ne m'explique pas. Je pense qu'il y a une volonté politique de casser la cohésion des peuples. C'est comme ça que je l'interprète. Très bien. Eh bien, on va poser la dernière question, une petite question sur l'Europe, puisque les élections européennes ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Vous êtes revenu sur le rôle très important, même pivot, de la BCE, enfin pas de la BCE, mais en tout cas du principe même de la Banque centrale. Est-ce que l'Europe peut imploser, tout simplement?
La situation actuelle, c'est que là, si vous voulez... L'Union européenne, je précise. Oui, l'Union européenne, j'avais compris. Pour les auditeurs. La situation actuelle, si vous voulez, c'est que l'euro a été mal conçu. Il ne peut pas fonctionner sans fédéralisme budgétaire, en réalité. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, ou bien on va vers le fédéralisme budgétaire, ou bien il faut reconnaître que ça ne fonctionnera jamais. Donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que l'Europe du Nord a fait savoir qu'elle ne voulait à aucun prix du fédéralisme budgétaire, ce qui se comprend parfaitement, puisque en gros, ça reviendrait à dire que tous les ans, ils transfèrent entre 5 et 10% de leur PIB à l'Europe du Sud. On peut comprendre qu'ils ne soient pas d'accord, je veux dire, il faut le reconnaître. L'Europe du Sud, de son côté, souffre à l'intérieur de l'euro, parce que si vous voulez, ce qui se passe quand vous avez des économies qui sont structurellement moins fortes, et qu'elles ont la même monnaie que des économies qui sont plus fortes, eh bien c'est que ça diverge encore plus. Parce que vous devez être bien obligé de vous ajuster sur quelque chose, et si vous ne pouvez pas le faire en dévaluant, eh bien vous le faites sur les salaires, vous le faites sur le niveau de vie des gens. Combien de temps ça peut durer? Je pense que les dirigeants européens sont d'une extrême lâcheté. Je pense qu'on vit dans une situation absolument surréaliste où tout le monde ment, où tout le monde sait que tout le monde ment, où tout le monde sait que tout le monde sait que tout le monde ment, mais ça continue. C'est sans fin. Et alors, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, puisque, en bonne logique, si vous voulez, moi, honnêtement, en 2011-2012, je pensais que la zone euro allait exploser. Or, je me suis trompé. Donc maintenant, j'ose plus rien dire. Mais à un moment, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'une zone, une union monétaire, où elle débouche sur la constitution d'un nouvel État fédéral, voilà, où elle explose. Ça sera l'un ou l'autre. Puisqu'apparemment l'État fédéral, c'est pas possible, ma foi, Pince-Mi et Pince-Moi sont dans un bateau, Pince-Mi saute à l'eau, qu'est-ce qui reste, hein? Donc ça finira, oui, forcément, il va finir par se passer quelque chose. Ce qui était extraordinaire dans ces élections européennes, c'est que la République En Marche nous a annoncé la renaissance européenne, etc. Je veux dire, ça fait 2 ans que Macron est là, et la vérité, c'est qu'il se prend tôle sur tôle, il ne relance rien du tout. Il se fait juste prendre pour un con, ostensiblement, par les Allemands. C'est tout. C'est le seul résultat qu'il obtient. Mais c'est pas grave, il y a Nathalie Loiseau, qui vient et qui fait sa campagne, et qui balance énormité sur énormité, et il y a 22% de mecs pour voter pour ça. Le RN, on l'a bien compris, je suis plus proche d'eux, mais enfin, il faut reconnaître quand même que faire une campagne en disant aux gens en substance, oui, c'est possible de faire une politique de la demande, mais vous inquiétez pas, on ne remettra pas en cause l'euro, c'est se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, c'est ridicule. Mais c'est pas grave, 24%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 46% des gens, parmi ceux qui ont voté pour des candidats dont, à moins d'être franchement crétins, on sait qu'ils prennent les gens pour des cons. Donc vraiment, il faut tirer les conclusions qui s'imposent. C'est-à-dire que les gens veulent être pris pour des cons. C'est quand même extraordinaire. Hilarant, quoi. La lobotomisation des cerveaux en marche. Bien, Monsieur Drac, merci beaucoup pour cet entretien. Je recommande aux auditeurs les ouvrages donc, de Michel Drac qui sont aux éditions Retour aux sources. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie pour vos partages et je vous invite à aller sur notre page Tipeee pour que nous puissions continuer à vous faire ce genre d'émission de qualité avec des invités de qualité. Je vous dis une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.